Parce que c'était, on te donnait quand même un ticket. Et puis après, les gens te connaissaient. Maman, tu as payé. Maman, oui. On te dit, mais maman, va faire les courses. On revient après. Mais eux, là, ils sont tous dans la tête en train de faire le hop high. Ils menacent. Ils t'engueulent même. Ils te respectent même pas. À l'époque, ils respectaient. Ça, je peux vous le dire sincèrement. Ils te respectent. Maintenant, tu as vu comment ça se passe? Ça se passe très mal. Les gens en ont marre de payer. Voilà. Parce que je commence à parler, je ne vais pas m'arrêter, Annie. OK. Bon, Nicole, on comprend donc que c'est l'utilisation de cet argent qui fait problème parce que tu as pris des exemples là, au marché, les gens payent les taxes et tout, les marchés sont toujours dans des états piteux et tout le temps ici, c'est un ministre qui détourne, voilà, donc les banques ne peuvent plus continuer à prêter à l'État tant qu'il n'y a pas un assainissement de la gestion de la chose publique. Agnès, est-ce que tu es de cet avis? Ah oui, je suis de cet avis, justement. Parce que quand on regarde bien cet argent qu'ils sont en train de prêter aujourd'hui, c'est pour aller investir dans ce qui avait été déjà, enfin, on a déjà alloué un certain montant pour la construction de ce stade. Et aujourd'hui, on prête encore 55 milliards pour rajouter aux 200 milliards qui avaient déjà été alloués pour la construction du même stade. Et le stade, ça va nous servir à quoi quand toute la population camerounaise est en souffrance? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route. Et c'est un stade qui va servir qu'à faire un jeu où les personnes qui viendront à ce jeu, c'est les personnes enfin, pas démunies. Hein, c'est-à-dire que prendre l'argent pour réinvestir à ceux qui ont l'argent. Et cet argent ne sert pas à la population camerounaise. Donc, pour dire que c'est de l'argent jeté à l'eau. Et puis, en même temps, ça endette toutes ces pauvres personnes camerounaises sur plusieurs générations. Et donc, on en a marre de tout le temps être en train d'emprunter et ne pas savoir à quel moment on va pouvoir rembourser ce montant. Donc, je me dis, voilà, c'est de l'argent, c'est l'endettement du peuple camerounais, c'est l'endettement du plus pauvre. Parce que le pauvre est déjà pauvre, mais on l'appauvrit encore plus. Donc, voilà, pour ma part, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Regardez par exemple que, comme disait Nicole tout à l'heure, on est en train de vouloir construire des péages sans route. On est en train de vouloir emprunter pour construire un stade qui ne nous servira à rien du tout, sinon faire un jeu collectif qu'on appelle la CAN. Est-ce qu'on a déjà eu l'audit par rapport aux dépenses liées à ce stade Olembe depuis des mois qu'on nous en parle? Donc, voilà, il y a le père qui, là? Le père Lado, qui a lancé une belle pétition qui demande à ce qu'on fasse des audits pour les investissements qu'on fait au Cameroun et qu'on ne nous rend jamais compte. Donc, on a besoin d'avoir, on veut avoir comment dire, je veux qu'on nous rende compte de tout ce que nous on dépense au nom de nos enfants et voilà, au nom de la population camerounaise, et on n'a jamais de réponse, en fait. On n'a jamais de résultats concrets qui peut aider la grande majorité. Donc, voilà pourquoi aller emprunter encore ce montant avec l'aval de la France qui avalise l'Angleterre pour que cet argent soit emprunté. Donc, franchement, je dirais que la France joue avec nos pieds à tous les niveaux. Parce que là, on a l'impression que c'est l'Angleterre qui nous prête de l'argent, qui prête de l'argent au Cameroun, mais seulement qui a avalisé ce montant? C'est la banque publique, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est une banque en France qui a avalisé. Et donc, il ne peut pas avaliser sans garantie. Et donc, la France a garanti que, bon, si on ne te rembourse pas, on va aller puiser dans nos sous-sols, on va aller puiser dans nos richesses pour vous rembourser. Et nous serons toujours endettés. Et les dettes ne font que grimper. Hein, on est endetté à combien de milliards aujourd'hui? On me parle de 500 millions de milliards, je ne sais pas. Mais bon, à force de compter, il faut voir l'impact sur nos populations. Hein, nos populations, on n'a rien. Donc voilà, pour moi, continuer à endetter le peuple camerounais, c'est vraiment les mettre toujours
à la traîne de l'évolution de ce monde. Et donc, il faut qu'ils arrêtent. Donc, ce jour du 5 mars, ce sera vraiment quelque chose de... Voilà, il faut qu'on fasse porter nos voix, en fait. Ah ouais. Qu'on porte nos voix à ce niveau-là, oui. Mhm. Bien qu'ils continuent de jouer avec nos pieds et qu'on sait bien que toutes les résolutions qu'ils ont déjà prises jusqu'aujourd'hui pour alléger la situation au Cameroun n'a jamais pris effet. Donc, au fond, c'est le peuple camerounais qui devra s'élever en fin de compte. Voilà pour ma part. Mhm. Merci Agnès pour cette belle analyse. Et tu as mentionné tout à l'heure là le rôle de la France dans ce qui se passe. Est-ce que Agnès, non Nicole, est-ce que tu penses que ce problème financier peut avoir, on peut le ramener à la politique? Donc le fait que cette banque française puisse vouloir que des pays du tiers-monde comme le Cameroun puissent continuer à prêter de l'argent à ces pays, sachant qu'ils sont dans un marasme, dans un chaos économique, social et politique. On n'ignore pas ce qui se passe au Nozo. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on conçoit le fait qu'une banque puisse continuer à crédibiliser un gouvernement, parce que dans tous les rapports des organisations, il ressort que le Cameroun doit impérativement résoudre le problème du Nozo. Et dans ce que nous retrouvons, est-ce que le politique ne peut pas interpeller donc les banques françaises de leur dire stop, ne le faites pas parce que ça n'ira pas, ça ne va pas profiter à la population. Vous pensez qu'il y a, Nico, tu penses qu'il y a une complicité du politique par rapport aux finances sur la banque, ou bien la finance n'a rien à voir avec la politique? Les deux font la paire. Ça marche ensemble. Ça a toujours été comme ça. La politique, surtout avec la France qui est on va dire que c'est lui qui gouverne le Cameroun, hein. Ça a toujours été comme ça, mais ça s'est encore empiré. Et les banques ont toujours été complices. Il n'y a que les ONG qui peuvent vraiment les faire, comment on dit, reculer. Si les ONG montent au créneau, ils peuvent faire les actions, parce que ça, tout le monde sait ce qui se passe. Ouais. L'argent qu'ils prennent là, ils ont tellement pris l'argent, mais ils n'ont jamais fait quoi que ce soit avec cet argent. Il y a l'argent. Mais comme ils ont tout détourné, tout le monde le sait, il y a l'argent. Mais ils ont tout détourné. Avec, à un moment, excuse-moi, je fais le rétro-pédalage. À un moment, il y avait beaucoup de ministres qui avaient l'argent dans leur maison. Vous vous rappelez que c'est, voilà. Oui, moi je me rappelle. Voilà. Il y en a encore dans leur maison jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'en parle plus, mais ils ont l'argent dans leur maison. Parce qu'ils peuvent plus aller les mettre. En plus, l'argent en France, ça n'a aucune valeur. Moi, c'est l'argent du siège. C'est vrai. Ça n'a vraiment pas de valeur. Non, mais ça n'a aucune valeur. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à l'écouler. Parce que par rapport à l'euro, c'est vraiment l'argent du siège. Comme dit, je ne sais pas qui c'est qui le dit. Mais comment on dit, la politique, c'est ça. Hein? C'est ça. Et avec les banques, ça marche ensemble. Ils ont toujours prêté. Parce qu'il y a les mines d'or au sous-sol camerounais. Notre Cameroun est très riche. Et de plus en plus, ils découvrent les minéraux, ils découvrent de l'or, ils découvrent du diamant, ils découvrent. Le sol camerounais a été béni. Peut-être beaucoup ne le savent pas. C'est quoi? En Afrique, il n'y en a pas 3 ou 4 pays comme le Cameroun qui a le sous-sol aussi riche. Il y a tout. C'est qu'on appelle ça l'Afrique en miniature. Nous, on a toujours su que le Cameroun était riche. Mais le problème, c'est que toute la richesse ne bénéficie pas aux Camerounais. Puisqu'on a la malgouvernance avec ceux qui sont là depuis 40 ans, qui font tout pour eux. C'est un clan, hein, ils sont restés entre eux là-bas, les gens de l'autre côté. Et la population, vous pouvez toujours, comme on dit, pagayer jusqu'à tu n'as plus de souffle. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. On pagaie, on n'avance pas, on fait du surplace. C'est pour ça que quand tu me parles de politique avec la France, c'est ton pied, mon pied. Les deux là, c'est mari et femme. Hein. C'est mari et femme.
Donc, Ah pour oui, oui. toi, les finances, l'économie et la politique, c'est la même chose. Parce qu'on pourrait dire, Ah ouais. peut-être que Macron n'a rien à voir. Ce n'est pas lui qui dirige Si, les si, si. banques. Si, si, Euh, si. Si, si, si. C'est mon fils Macron. Non, 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 ça marche ensemble. Même pipe, même tabac. Non, 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 je suis désolée, mais ça marche ensemble, Annie. Ça Agnès, marche Exactement. ensemble. Agnès, tu partages cet avis. Est-ce que Justement, Macron je est pour partage, quelque chose? je partage, bon, il est pour quelque chose, mais accompagné par les clans de personnes qui tiennent le pouvoir au Cameroun. Parce que je dirais qu'il n'y a pas de, il n'y a pas un gouvernement au Cameroun, il n'y a pas un système, il n'y a pas un système qui fonctionne au Cameroun. Il y a un clan de personnes qui en mettent un chape de plomb sur tous les domaines, les domaines de pouvoir. Le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'ils mettent un chape de plomb, c'est-à-dire que il y a personne qui décide, il y a personne qui décide à part ce clan de personnes, à part ce groupe de personnes. Ouais. Hein, donc, le pouvoir judiciaire, ça leur appartient. Le pouvoir législatif, ça leur appartient. La communication, ça leur appartient. C'est-à-dire qu'ils essayent de museler le peuple avec étant des groupes de personnes. C'est-à-dire que quand on parle de système au Cameroun, moi, je ne vois pas qu'il y a un système de gouvernance. C'est un groupe de personnes qui gouvernent tout le Cameroun. Et avec ce qu'ils ont mis en route, les rouages qu'ils ont mis en place pour nous faire taire sur tous les pans du pouvoir du peuple. C'est-à-dire ils nous musellent à tous les niveaux. Parce qu'ils ont ce pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont cet avantage d'être toujours au devant de tous les pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Oui, c'est un peu ça. Bon, Agnès, j'ai un souci parce que est-ce que c'est la France qui demande au gouvernement de museler le peuple? Est-ce que ce sont les directives de la France? La France est là pour ses intérêts. Et c'est à nous, peuple camerounais, qui devons reprendre le pouvoir. Et ce pouvoir est détenu, le pouvoir au Cameroun, comme je disais, est détenu par un petit clan. Et la France arrive à corrompre ce petit clan qui veut se maintenir au pouvoir. Et donc, la France n'est là que pour ses intérêts. Et à nous, peuple camerounais, d'ouvrir les yeux sur tous ces pans de notre pouvoir, enfin, de tous ces pans du pouvoir et voir à qui appartient vraiment qui tient les rênes de tous ces pouvoirs. C'est un clan de personnes, c'est un groupe de personnes. Hein? Et donc, voilà, je n'oserais pas parler d'ici d'ethnie et de tout ça parce que justement, ces groupes de personnes, il y a tous les ethnies représentées. Et chacun y va que pour son ventre, comme on dirait, que pour sa pente, comme on dit. Et voilà, c'est ça un petit peu. Donc, pour dire que la France y est pour quelque chose, dans le sens où il partise avec des personnes qui oppriment. Voilà, et c'est ça que je dis, la France devait nous lâcher les baskets à ce niveau-là. Mais venir prendre, enfin, je veux dire, travailler gagnant-gagnant avec un pouvoir que le peuple aura choisi. Pas ceux-là qui sont là aujourd'hui, non. Mais bon, quelque part, on nous dit que, je sais pas, il y a un penseur là qui nous dit parfois, dans une de... il dit quoi? Il dit les pays, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Parce que le plus souvent, on est toujours en train de dire c'est la France qui a fait ça, c'est la France qui est derrière nous, c'est la France qui est ici. C'est normal parce que la France est là pour ses intérêts. Et tant que ses intérêts seront là, la France ne pourra pas, par exemple, ne pourra pas nous aider à ce que ces intérêts-là puissent changer. Parce qu'avec le pouvoir avec le gouvernement de 40 ans qui est là, ils sont déjà assis, ils ont déjà tous les repères. Exactement, ils connaissent déjà tous les rouages. Maintenant, nous sommes le peuple. On dit aussi le pouvoir appartient au peuple. Comment pensez-vous que le peuple camerounais peut exercer son pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien dit, nous sommes dirigés par un petit groupe de personnes
qui depuis 40 ans est en train de foutre la merde. Aujourd'hui, nous nous sommes levés, les Bobitanap, la diaspora, le 237. Depuis des années, on se lève pour dire ce pouvoir va partir. Et ce pouvoir, il est toujours là. Qu'est-ce que vous pensez que nous, en tant que Bobitanap, en tant que Amazon, pouvons encore faire de plus pour que vraiment ce changement-là puisse avoir lieu dans notre pays, pour qu'on puisse vraiment chasser tous ces dictateurs-là, Nicole? Qu'est-ce que nous, on doit continuer à faire ou qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus? Alors là, ça fait, tout ce qu'on fait là, c'est pour le 237. On le fait vraiment pour le 237 parce que, vous savez, je peux vous dire que il y a une dictature qui est vraiment très, très féroce. Chaque fois que les jeunes sont sortis, il y en a qui sont encore emprisonnés là. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a que la dictature. Et dans un pays où il y a la dictature, les jeunes sont bâillonnés, on ne peut rien dire. Les jeunes sont maltraités. Même quand tu sors avec un carton pour dire « je veux de l'eau, je veux la lumière », tu finis au gâta. Comment tu veux? C'est pour ça on les a mis des églises, on a mis les bars. La jeunesse camerounaise est très, très, très active. Mais ils font comme ils peuvent. Ils ont la rage. Ils ont l'envie de vraiment que le pays change. Ils se battent à leur niveau. Je te promets, ils se battent. Mais ils ont les pieds et les mains liés. Ils ne peuvent rien faire. Les francophones, il y en a, on dit que les francophones sont un peu nonchalants. Mais ils peuvent, c'est mon point de vue. Je crois qu'ils ont la peur aux trousses. Ils aimeraient bien sortir. On en a eu il y a quelques années. Il y en a qui sont sortis. Les jeunes de Bepana qu'on a tués. Comment on appelle ça? Les émeutes de la faim. En 2008, je crois. 2008, oui, c'est ça. Voilà. Moi, quand j'avais vu ça, j'avais vu les photos, j'étais vraiment choquée. Ouais. C'est ça, c'est la dictature qui fait peur aux Camerounais. C'est pour ça c'est pour ça que nous, à diaspora, on est obligé de mettre encore plus de pression pour que dans l'international, ça bouge. C'est parce qu'on est là. Moi, je suis arrivée il n'y a pas longtemps, mais je vous voyais, j'ai commencé à vous découvrir en 2019, début 2020. Et quand je suis allée à Paris, que vraiment, je suis rentrée dans le combat. Vous comprenez? Mais la jeunesse camerounaise, elle souffre parce qu'ils peuvent pas, ils sont inertes. Ils peuvent pas bouger, moindre faux pas. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. En plus, il y a des gens qui sont là pour dénoncer les autres. Comment tu veux que la jeunesse... C'est pour ça que en diaspora, c'est nous qui allons vraiment... nous faisons les actions. Nous devons faire les actions parce qu'au Cameroun, tu sais pas, quand il y a eu... Je me rappelle d'un truc. Quand Calibri avait vu Macron... interpeller Macron, voilà. L'agriculture. Il avait dit quelque chose que beaucoup de gens ont oublié. Il a dit que c'est le peuple qui doit se réveiller. C'est parce qu'il avait dit quelque chose. Oui, j'avais compris. Oui, Macron l'avait dit. Voilà. Parce que peut-être lui aussi, il en a marre. Tu comprends? Peut-être lui aussi, il n'en peut plus. Non, mais c'est vrai. Parce qu'avec tout ce qui se passe à Paris, entre les gilets jaunes, entre les manifestations, entre tout ce qui se passe, et puis la France est devenue, tous les week-ends, il y a des manifestations partout. Il y a le Covid. Je parle de ça parce que tout ça, ça rentre dans le contexte qu'on ne peut plus faire les manifestations. Parce que, bon, il y a le Covid, voilà, et tout ça. Mais il avait dit, Macron, que c'est la jeunesse, c'est le peuple de revendiquer leurs droits. Et ça m'avait marqué. Et beaucoup de gens, peut-être, beaucoup l'ont oublié. Ça veut dire que si il y a 1 million de Camerounais qui sortent, ils ne vont pas les tirer dessus. Voilà. Vous comprenez? Moi, je suis sûre que, mais ils vont pas sortir. Parce qu'il y a toujours les peurs de jets d'eau, du gaz lacrymogène et des arrestations. Et puis les tapages.
Vous avez vu ce qui s'est passé le 22. Il y a des gens qui sont allés en prison, alors ils n'ont pas manifesté. La délation. Quelqu'un ne t'aime pas, en plus l'histoire du tribalisme. Ça va, tu vois, c'est très compliqué. Moi, en fin de compte, je ne les blâmais plus. Au début, j'étais un peu énervée. Et à force, je finis par comprendre pourquoi ils ne sortent pas, vu ce qu'on les fait faire. Même, voilà, même pour rien. Tu as vu, l'autre a touché les cheveux d'une femme l'autre jour. Il a fini, il a fini par mourir dans leur geôle qui pue la mort là-bas. C'est pour ça, en fin de compte, la jeunesse camerounaise, elle est entre le clou et l'enclume. Voilà, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Moi, je les comprends, ils sont perdus. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir, mais c'est pour ça qu'ils disent sauvez-nous, sauvez-nous. Kamto, sauvez-nous. Pas Kamto, sauvez-nous. Le pauvre, pas Kamto. En plus, ils croient à Dieu. Ils attendent que Dieu descende pour aller les sauver. Ils sont perdus. C'est pour ça qu'ils sont dans les bars. Comment tu veux que... Donc, je te promets, le week-end, là, va voir depuis hier, ils font la fête. Ils font la fête. Et il y a le corona. Il faut sensibiliser. Le corona est là. Il y en a qui continuent à mourir, mais comme on n'en parle plus, il faut en parler de tout ça. C'est ça que moi, dans mes directs, je parle de tout. Hein? Là, il y a de plus en plus la pandémie, mais les bars sont ouverts. Ils continuent à faire les concerts, ils continuent. Mais il n'y a pas le 11 février. La jeunesse n'était pas là. Ils veulent faire le 8 mars. Mon Dieu, on va voir. J'espère que ça va les couper. On va les couper le sifflet. Voyez? Et il y a tous les. Il est venu faire le concert, Fali et Poupa, même si les gens avaient les masques. Mais bon, s'ils veulent mourir tous là-bas, qu'ils n'ont qu'à mourir. Tu comprends? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'enlever la fête de la jeunesse et les donner un concert avec quelqu'un qui vient prendre tout l'argent qu'ils ont économisé pendant quelques jours. Pour je sais pas combien d'heures il a fait là-bas. C'est pour ça que la jeunesse camerounaise est est très forte. Moi, je trouve qu'ils se battent à leur niveau. Il ne faut pas qu'on les tape dessus parce qu'ils en ont plein. Ils en ont ras-de-bol. Entre eux, déjà, ils sont dans la débauche, ils sont partout parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils sont perdus complètement, Annie. Ça c'est la vérité. Parce que je connais les jeunes là-bas. Je suis de temps en temps en contact avec eux. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Tu comprends? Moi, au début, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris. Je ne dis plus rien à la jeunesse. Tout ce que je leur dis, c'est que continuez à vous battre comme vous pouvez. Voilà, qui se débrouille, mais qui reste dans le droit chemin. Qui n'aille pas à gauche, à droite pour faire les choses qui peuvent finir à Nouvelle ou à Kondengui, quoi. Voilà. S'ils ne peuvent, voilà, faire les choses à leur niveau, voilà. Comme elle a dit Agnès, je crois que c'est Agnès qui l'a dit. Voilà, mais je crois qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Oui. Merci Nicole. On doit continuer la sensibilisation, on doit continuer la mobilisation, l'éducation des jeunes. Et voilà, Agnès, je sais que tu es une Bobitana qui a toujours orienté son combat vers le 237. Parce que pour toi, quand dans nos groupes de travail, tu es toujours de celles qui pensent que nous devons accentuer les actions au 237 dans la sensibilisation, dans la mobilisation des femmes à conduire le combat. Mener à ce niveau du combat, comment est-ce que nous devons continuer notre combat, soit ici en diaspora, soit au 237, pour pouvoir vraiment aboutir un jour à voir ce changement dans notre pays? As-tu une formule magique? Parce que nous, aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui a une formule magique qui va dégager ce groupe d'amis-là. Partage-nous ta formule magique. Ah non! Si j'en avais, franchement, j'aurais mis Dieu au-dessus de tout le monde. Mais seulement, il faut déjà encourager ce qui se fait déjà au niveau du 237 par tous ces gens qui, par exemple, le syndicat qui a revendiqué la sortie des cartes nationales d'identité, c'est déjà un mouvement qui permet aux jeunes de se rendre compte que
il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il se devrait au Cameroun. Et ils se sont levés pour. Voilà, ce sont des genres d'actions comme ça que j'aimerais voir les jeunes au Cameroun faire voilà, pour se rendre vraiment compte que ce gouvernement ne leur donne pas ce à quoi ils ont droit. C'est-à-dire, voilà, et puis pour les femmes, par exemple, comme aujourd'hui, on est en train de faire en sorte que, voilà, que ce maudit pagne du 8 mars soit relégué au second plan parce que justement, ce pagne n'apporte rien aux femmes qui portent ces pagnes et se font bâtonner dans les rues au Cameroun. Donc, pour te dire que, voilà, les jeunes au Cameroun sont conscients de leurs conditions. Mais comme on disait tout à l'heure, il faut aussi cette éducation. Comme l'éducation, c'est revendiquer aussi certaines choses dont tu as droit. Et donc, ce que nous souhaiterons faire pour le 237, c'est les amener à prendre conscience qu'ils ont beaucoup de droits, mais pas seulement les devoirs, surtout au niveau de nos femmes camerounaises. Quand on regarde un gouvernement tel que celle qu'on a au Cameroun, et il n'y a aucune femme, c'est un peu comme on dirait, on les relègue toujours au second plan dans tous les pans de la société. Et pourtant, ce sont elles les mères nourricières les mères nourricières. Hein, justement, donc, pour dire que voilà, il faut qu'on redonne aux jeunes, à la population camerounaise, l'esprit de battant pour le grand nombre. Parce que justement, se résigner et dire que bon, on va faire comment, ça ne permet pas de changer ni sa propre condition de vie, ni celle de son voisin. Donc, c'est perpétuer un petit peu tous les jours ce qui ne va pas. Donc, ce qu'on voit au Cameroun, c'est voir une multitude de syndicats de revendication. Et les Bayamsans peuvent créer un syndicat de revendication d'un marché propre et avec des belles étals. C'est leur droit. Ils payent des taxes tous les jours pour ça sur les marchés. Ils vendent la marchandise au sol. C'est quelque chose voilà, ils ne seront pas sanctionnés pour ça. Et on ne va pas les mettre en prison pour ça. C'est parce qu'ils n'ont pas cet esprit de revendication où on dit, bon voilà, il y a ça qui ne va pas. On ne se résigne pas à dire, bon, on ne sait pas à qui on va parler. Donc, c'est ça, comme tu disais, Annie, tout à l'heure, l'éducation de nos populations sur ce à quoi ils ont droit de revendiquer. Parce que quand tu payes des taxes sur le marché, c'est parce que tu attends que le marché soit propre, que la voirie passe et ramasse toute la poubelle. Quand tu vas, c'est autant de choses en fait. Donc, pour dire que tant qu'on reste résigné, rien n'avance. Mais tant qu'on met le doigt sur ce que comment dire, sur ce qu'ils devaient recevoir et qu'ils ne reçoivent pas, ce qu'ils avaient le droit de recevoir et qu'ils ne reçoivent pas, là, on voit que c'est une population dynamique qui revendique, qui essaie de voir pourquoi telle chose ou telle chose ne marche pas. On ne se recule pas en arrière en disant que bon, comme c'est comme ça, on laisse passer, ça a été toujours comme ça. Donc ça, c'est un peu l'esprit des personnes résignées tout le temps. Et là, maintenant, quand je dis, je veux prendre que des exemples des personnes qui ont bougé au Cameroun et que les choses ont aussi bougé. Le syndicat des personnes qui ont revendiqué leur carte d'identité, aujourd'hui, on est en train de leur remettre leur carte d'identité. Personne n'a été arrêté. C'est vrai. Les marches du 22. Hein? Ouais. Moi, je dis bravo, hein, franchement. Oui, vraiment, bravo pour eux, pour ces enfants qui se sont levés pour dire que non, on ne veut plus que ça se passe comme ça. Ces enfants qui sont levés, qui ont marché, qu'on a arrêtés, ce n'est pas un problème qu'on les arrête. Mais le tout, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il y a United for Cameroun qui a dit, bon, il faut donner le courage à ces personnes qui osent se revendiquer leurs droits et qui se font arrêter gratuitement, de subvenir à leurs besoins pour qu'ils sortent de là en ayant toujours cette force et cette arme de se battre. Donc voilà, donc moi je ne dirais pas que les Camerounais sont amorphes, mais il faut qu'on leur donne les armes pour se défendre. Et ces armes, c'est vraiment s'organiser entre eux là-bas, faire des choses et puis et nous on va les porter, comme on dit.
Et concernant les femmes, bon, on va en parler tout à l'heure, le pain du 8 mars, dont on n'a pas envie d'entendre parler. Hein, c'est vraiment avilissant, c'est-à-dire voilà, c'est rendre les gens tout le temps. Je ne sais même plus quoi dire. Tellement je suis outrée de voir que ce pain est encore sorti cette année. Voilà, je croyais que les femmes devaient s'organiser autrement. On va y arriver. On va y revenir. OK. Ouais. Merci beaucoup Agnès pour cette belle réflexion. Ça nous amène donc au deuxième sujet du jour, le pain du 8 mars. Oui. Le fameux pain du 8 mars. Non. Le pain du sang. Qui n'a pas porté le pain là? Le pain de la honte. Vous avez porté le pain là quand même, hein, Nicole? Tu as porté ça au Cameroun? Ah non, jamais. Jamais? Non, à l'époque d'Aïdjo. Il n'y en avait pas à l'époque d'Aïdjo. Hein? Ah non, non, non. Ah non, il n'y avait pas. Information, hein? Moi, j'ai cru que ça existe depuis des années. Hein? Non. Ah non, moi, je n'ai pas connu ça. Hein? Moi, je n'ai pas connu ça. Peut-être ça arrivait dans les années 82. Moi, je n'ai pas connu le 8 mars. Hein? Moi, je n'ai pas connu. Je te promets, je n'ai pas connu ça. Ah ouais. Ça date de 38, 39 ans, hein? 39, 40 ans. Il n'y en avait pas avant. On ne fêtait pas. Il n'y avait pas en plus. Comment est-ce que Aïdjo fêtait le 8 mars, Nicole? Mais ça se fait. Les femmes travaillaient, tout le monde travaillait le 8 mars. Je ne sais pas, c'est arrivé avec la photo. À ma connaissance, hein? Oui. Non, on n'avait pas le 8 mars. On avait que Noël et Nouvel An. Mais voilà. Je vais juste te dire que la journée du 8 mars, en fait, c'est une journée qui a été décrétée il y a 100 ans aujourd'hui. Hein. C'était en Russie même. Donc, c'est né de quoi? De la revendication des femmes. Oui, d'une revendication des femmes. Donc, c'était des femmes russes. Et puis, Lénine a décidé donc de dédier cette journée-là à la revendication des femmes. Après ça, les luttes féminines des pays de l'Europe et tout, on a donc l'ONU a donc confirmé cette journée internationale pour toutes les femmes du monde pour le 8 mars. Donc, je pense que plusieurs pays, donc chaque pays a sa spécificité, sa manière de célébrer et tout. Peut-être sur Aïdjo, il y avait une autre célébration et le pain donc est venu avec Paul Biya. Je pense que ça c'est quelque chose comme ça. Donc depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, la dame, c'est la première dame, a donc décidé que le 8 mars devait être une journée de fête, de célébration. Je me souviens à l'époque. Je te coupe pas. Mais comme il y avait deux femmes avant, il y avait Irène. Oui, oui. Mais moi, je ne sais pas si c'est à l'époque d'Irène ou c'est à l'époque de celle-là. Je préfère ne pas dire son nom parce que je ne la supporte pas. Je ne l'ai jamais vue. Non, je ne la supporte pas, l'autre. Je l'appelle l'autre. Mais je crois qu'à l'époque de Irène, je ne sais pas s'il y avait le pain. Franchement, je n'ai pas de souvenirs. Bon, j'étais jeune, hein, vous me direz. Mais l'histoire de pain là. Non, il n'y avait pas le pain. Il n'y avait pas le pain. Voilà. C'est arrivé avec celle-là. Exactement. C'est arrivé avec celle-là. C'est pour ça que. C'est pour ça que je dis que moi, je ne me souviens pas de 8 mars en train de faire. De broussailleuse. Non. C'est pour ça. Donc. C'était juste pour confirmer, quoi. Ah ouais. Donc, au fil des années, cette journée qui était prévue pour une revendication est devenue une journée de célébration, de dépravation de la femme au Cameroun. On a vu des ruptures, des divorces, des bastonnades, des viols des femmes dans les bars et tout. Et à un moment, donc, la diaspora a décidé, stop, on ne veut plus donc de ce pain. Parce que ce pain est en train d'avilir la femme. Et depuis 3 ans, les Amazones du 237 et de la diaspora sont en train de porter ce combat de boycott du pain du 8 mars. Et déjà 2 ans, ce boycott a été un véritable succès. Parce que vous vous rappelez à l'époque,
quand le 8 mars, cette journée passait, et le soir, on voyait les photos des femmes au Cameroun, on appelle ça... Dans les réseaux sociaux. Non, Ouattara, en train de saouler, d'avoir, je sais pas, dans les bars et tout ça. Et même les femmes bâtonnées parce que leur mari n'a pas supporté de la voir dehors. Exactement. Donc, cette journée était plutôt une journée qui avilissait la femme, qui rabaissait la femme. On a ouvert les yeux. Nous, on a ouvert les yeux. On a dit non, ça ne peut plus se passer comme ça parce qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Et donc, depuis 3 ans... C'est qu'au Cameroun, hein? Oui. C'est qu'au Cameroun, Annie. C'est qu'au Cameroun. Mais aussi, il y a aussi dans beaucoup de pays d'Afrique, hein, Nicole, même au Congo. Le Congo que je connais parce que j'ai une collègue qui est présidente d'une association au Congo. Et c'est le même problème au Congo. C'est ce problème aussi. Ah, je ne savais pas. Et ils font l'épargne aussi? Oui, ils font l'épargne. Ils font l'épargne. Ah. Mais vous savez que le Cameroun, c'est un grand pays. Sûrement, ils ont commencé au Cameroun et les autres ont suivi. Parce que oui, nous sommes quand même un grand pays en Afrique. Quand on commence les autres... C'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale déjà. Voilà. Exactement. Donc, on a donc décidé de boycotter cette fête-là et ça marche bien. Ça a marché toujours bien. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus de cette fête, mais on constate encore qu'il y en a encore qui ne comprennent pas. Et donc, notre but aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que ce 8 mars-là, ça ne doit pas être, vous n'allez pas accepter d'être ridiculisé tout le temps comme ça. Donc, Nicole, quel message est-ce que tu peux passer aux femmes camerounaises aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les femmes ne doivent même plus porter? Supposons que, bon, Nicole, tu n'as jamais porté et tout, mais celles qui ont toujours porté ce pain, celles qui se sont toujours vues dans ces pains-là, je vous rappelle qu'il y a certaines aussi qui travaillent, qui n'achètent même pas le pain. Bon, selon mes informations, hein, il y a des femmes qui travaillent et que dans le service, on leur donne des pains et on les oblige même de coudre et tout ça. Oui, c'est depuis nos boycotts qu'on leur donne les pains et les oblige de Oui. L'année dernière, oui, il y avait les échos, oui, c'est vrai. On les oblige d'acheter, on les donne même pour qu'elles aillent coudre et ils payent même la couturière ou le couturier pour qu'à tout prix, ils le mettent. L'année dernière, je l'ai vu sur Internet. Oui, elle a raison, Agnès. On le force même dans les entreprises. Voici une information qui vient de nous tomber, que le pain du 8 mars a commencé dans les années 1997 ou 99. Donc, au Cameroun. Oui. Voilà. C'est quand elle est arrivée l'autre là. Oui. Elle est arrivée. Si. C'est quand elle est arrivée là, hein? Oui, c'est vraiment quand elle est arrivée. Parce qu'à l'époque de l'Irène, je te connais, en fait, il n'y avait rien. L'Irène était là, Et donc, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de réorienter cette journée, parce que ce n'est même pas une fête en soi. C'est plutôt que c'est une journée de réflexion où les femmes devraient faire des conférences, où elles devraient parler de leurs conditions. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas comme sujet au Cameroun en ce moment? Avec tout ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, les femmes qui tuent avec leur bébé dans le dos. Donc, franchement, les sujets seront multiples et ça fait prendre conscience à ces femmes, à nos mamans, de leur place dans la société en général. Parce que là, on a l'impression qu'elles laissent faire parfois certaines choses, mais parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas la parole. Pourtant, en faisant des conférences, en faisant des colloques, ce journée-là faite pour journée de réflexion sur les conditions de la femme, ça donnerait beaucoup plus d'ouverture aux femmes africaines et camerounaises en particulier, en ce moment où on vit que des drames tous les jours, de comprendre que cette journée devait être celle à laquelle elles devaient même faire le deuil de certaines situations qu'elles vivent au quotidien. Non pas seulement les deuils qu'ils reçoivent, enfin, qui s'abattent sur eux, il faut voir aussi leurs conditions de travail. Les hauts postes ne leur est jamais attribué. Ils font les bails en salaire. Regarde où on les loge, dans la boue.
pour vendre ce que tout le monde va manger. Voilà autant de choses qui peuvent profiter pour faire des syndicats de revendication. Hein? De dire que bon, maintenant, moi, on en a marre, je paye les taxes sur une petite bout de place ici tous les jours au marché, mais je ne vois pas l'amélioration qu'on fait pour que j'ai des étals, que j'achemine facilement ma marchandise. Donc, vraiment, qu'on mette cette journée comme une journée de réflexion sur les conditions des femmes camerounaises et tout ce qu'elles vivent depuis au moins 3 ans aujourd'hui, 5 ans aujourd'hui, qu'il y a la guerre, qu'il y a les tueries, qu'il y a le sang qui coule à Gogo tout le temps et que elles ne trouvent pas leur place de revendication. Pourtant, elles auraient eu la première place. Parce que ce sont elles qui mettent tous ces enfants là au monde. Ce sont elles qui tous ces chefs d'État, tout ça là, qui sortent du ventre d'une maman qui a souffert et que parfois, c'est les mamans qui prennent en charge toute la scolarité de ces enfants jusqu'à les envoyer dans les grandes écoles. Donc, franchement, cette journée, placée sous le signe de journée de revendication, de colloque et voilà, sous cette forme-là, ce serait une bonne chose. Parce que ce n'est pas une fête. On ne fête rien du tout. Parce qu'on ne connaît pas déjà pourquoi on fête. On fête quoi? Donc, vraiment, que les femmes se lèvent et font des colloques et font des réunions de sensibilisation pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà pour ma part, le pain là, c'est vraiment à découper, mettre au feu et on n'en parle plus. Parce que ça ne sert à rien. Bon, merci beaucoup. Ah oui, pardon. Oui, bon, merci beaucoup Agnès. Je vais un peu orienter, à partir de ton analyse, je vais reposer une autre question à Nicole. Bon, si je comprends bien, la femme camerounaise doit revendiquer ses droits. Mais, compte tenu du fait que, selon les statistiques, les femmes camerounaises, il y a beaucoup de femmes camerounaises qui sont analphabètes. Si je prends la région du Grand Nord, par exemple, c'est la région la plus, l'extrême nord, c'est la région la plus peuplée. Et que les femmes constituent plus de la majorité de la population camerounaise. Et donc, dans cette population qui sont les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont analphabètes. Quand je dis analphabètes, bon, elles n'ont pas beaucoup été à l'école. Il y a une bonne partie. Bon, quand on parle des droits, comment est-ce qu'une femme qui n'a pas été à l'école, Nicole, pourrait savoir que je peux revendiquer telle chose? Comment est-ce qu'une femme, une Bayamsala va connaître que voici mon droit? Non, comment est-ce que tu peux m'expliquer ça? Une Bayamsala qui connaît son droit, comment est-ce possible? Alors, une Bayamsala qui connaît, elle sait compter l'argent. Voilà. Elle sait compter l'argent. Et quand elle arrive au marché, quand on lui dit ta marchandise, je l'achète à tel montant, elle dit je ne veux pas, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. La Bayamsala, tout ce qu'elle sait faire, c'est compter l'argent. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Il y a beaucoup de femmes qui savent pas, qui sont analphabètes, mais elles savent compter l'argent. C'est ça que je n'ai jamais compris. Comment elles ont compris avec les autres qui les amenaient, viens, reste à côté de moi. Moi, ça a commencé comme ça à mon époque. Hein. C'est ma tante qui a amené ma mère pour vendre avec elle. Tu comprends? Ma mère ne sait pas lire. Elle sait lire en bassa, mais elle ne sait pas écrire. Tu vois, elle parlait français, mais ça a commencé comme ça, son commerce. Et c'est vrai. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui ne savent pas lire ni écrire, on les a amenées là-dedans. Non, mais c'est vrai, la preuve. C'est moi qui dis, maman, c'est pas comme ça, il faut donc je m'en occupe parce que moi, j'allais à l'école. Et comme je dis, elles savent compter l'argent. Il y a aussi le problème de scolarisation. Est-ce que je peux compléter quelque chose par rapport à ce que tu dis? Comme tu dis, elles savent compter l'argent. Et justement,
je discutais avec quelqu'un qui me disait que ouais, vous êtes en train de vouloir chasser Paul Biya. Est-ce que la petite ménagère là, qui est dans son champ, qui fait ses champs et qui ramène la marchandise au marché, est-ce qu'elle comprend même ce que vous faites là? Comme tu disais tout à l'heure, elle sait compter l'argent. Parce que quand elle arrive sur le marché et que sa marchandise qu'elle vendait à 50 francs, on lui achète ça plutôt à 25 francs, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, parce que justement, on a dit que oui, la personne qui lui a donné la place sur le marché pour vendre, lui a dit que non, on m'a donné les impôts, on m'a fait payer les impôts de 50 000 le mois dernier. Maintenant, toi qui t'installes là, tu vas payer la place plutôt à 50 francs au lieu de 25 francs. Donc, ça fait que ça pèse sur son argent. Elle sait qu'elle va dépenser beaucoup plus maintenant pour avoir une place. Donc, il faut bien voir voilà comment on peut expliquer à la ménagère, à la bayamsal, à la cultivatrice, comment la mauvaise gestion pèse sur son porte-monnaie. Hein? Voilà, c'est ça. Elle sait compter l'argent, mais elle veut que ça grandisse. Elle veut que ça gonfle, ça ne gonfle jamais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Ça, voilà. Ça, tu as bien fait de l'expliquer. On paye à l'État. L'État devait faire des étals pour tout le monde. Elle n'a pas sa place. Donc, à chaque fois qu'elle arrive, ça change de montant qu'on lui propose pour une place, change de change. Ça fait qu'elle perd de l'argent. Et elle perd de l'argent pourquoi? C'est une mauvaise gestion de ce gouvernement, pour dire. Une mauvaise gestion. Ils sont prêts à venir prendre le pauvre, amasser à Yaoundé, et le pauvre souffre, continue de souffrir. Donc, ça pèse sur le porte-monnaie de la petite ménagère, de la cultivatrice qui ramène sa marchandise au marché pour vendre. Pour vendre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc, ta question, c'est quoi? Non, c'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Je veux que vous me dites comment est-ce que la Bayamsal peut, ou bien la maman qui va au champ cultiver, et que quand elle finit de cultiver, vous savez qu'il y a plus de 50% de la population qui vivent dans les zones rurales. Les femmes rurales représentent une bonne partie de la population au Cameroun. Ces femmes qu'on n'en parle même pas. Comment est-ce que la femme qui part cultiver son champ et qui n'a même pas de route avec son produit, ses produits sont mal achetés, elle n'arrive même pas à manger. Le cacao, le café, tout ça, le prix baisse. Comment est-ce que cette femme-là peut savoir qu'elle a des droits? C'est ce que moi je veux que vous me dites. Comment elle peut savoir? Mais en lui expliquant le cheminement que je viens de faire. C'est-à-dire que lui dire avec des mots simples pourquoi le prix de la place augmente et puis son porte-monnaie n'est jamais plus plein. C'est ça, ses droits. Ses droits, elle va les revendiquer, voilà, pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus. Parce que la vie est chère. La vie est chère. La vie est chère, pas pour rien. Parce qu'il y a une mauvaise gestion au-dessus. Mais elle va dire peut-être c'est politique. Elle ne veut pas faire la politique. C'est pas politique, mais ça pèse sur son porte-monnaie. Ça veut dire que voilà, il y a un manque à gagner. Pourquoi ça augmente tout le temps? Non, mais si elle dit qu'elle ne veut pas faire la politique, c'est un exemple simple qui parle à son portefeuille, qui parle à son porte-monnaie. Et elle doit comprendre que non, il y a quelque chose à faire. C'est aussi une éducation sans vouloir parler politique. Ça, je n'ai pas parlé politique du tout. J'ai parlé plutôt des impôts qu'on collecte tout le temps auprès de ces enfants, ces gens du marché, et qui ne servent pas à améliorer leur marché. Parce que, oui, voilà, on va leur dire plutôt que cet argent qu'on collecte par les tickets tous les jours au marché, c'est pour améliorer son espace au marché pour qu'elle puisse venir vendre sans problème. Mais seulement, l'espace n'est jamais amélioré, mais la place qu'elle loue est toujours beaucoup plus chère. Et peut-être même rétrécie. Peut-être même rétrécie. Et même rétrécie. Peut-être elle ne vend même plus comme elle vendait avant. Parce que le côté vivrière est en train de partir en chute, vous le savez. Vous avez vu l'histoire avec les tomates qui pourrissaient, voilà. Déjà, il n'y a pas de tomates sont de plus en plus chères. Le village, comment? Eh bien, voilà, il n'y a pas de route. Elle va mettre 3 jours pour faire 200 km. Non, on rigole, mais tout part de là, hein. Tout part de là. Annie a donné l'exemple du Grand Nord.
Au Grand Nord, bon, beaucoup de filles, c'est vrai que j'ai été une fois à Ngaoundéré il y a une dizaine d'années. Je suis allée en vacances, je suis allée à Ngaoundéré. Et c'est vrai que c'est une très belle région, mais vraiment, c'est les gens que j'ai vu ça avec c'est pas la politique, hein, j'ai vu ça encore plus quand il y a eu Amadou Mota qui est monté là-bas. Et c'est une région très, très pauvre. Pauvre dans le sens où, soi-disant, ceux qui sont au pouvoir les ont un peu laissés à eux-mêmes. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Il y a des endroits très reculés. Mais je me suis arrêtée à Ngaoundéré, je ne connais pas le reste. Ngaoundéré, c'est grand. C'est vrai que ça bouge énormément. Le Grand Nord, je ne connais pas. Mais il y a aussi l'histoire d'éducation. D'envoyer les jeunes filles à l'école. Et beaucoup de jeunes filles là-bas ne vont pas à l'école parce qu'il y a aussi la manque, parce que manque de route aussi. Il y en a qui sont dans le village, il faut marcher des kilomètres pour trouver une école. Il y a ça aussi, hein. Vous comprenez? C'est ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Parce que sans de route, comment tu veux que, en plus, c'est pour s'asseoir sur un morceau de parpaing toute la journée avec cette chaleur qu'il y a là-bas. Mais c'est autant rester à la maison. Autant rester à la maison. Je suis désolée, tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, surtout dans le Grand Nord. Vous savez, même quand il y avait Mamadou Mota et tout, ils n'ont pas tout montré. Mais souvent, il y avait des endroits où il n'y avait rien, même pas un arbre. Il y a une sécheresse. Côté éducation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Surtout pour les jeunes filles. Les jeunes filles. Moi, je reste au Grand Nord parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de mariages très jeunes. Voilà. Les mariages jeunes, on les mariait très jeunes parce que, comme tu as parlé du Grand Nord, je reste au Grand Nord. Mais même dans le sud profond, là, c'est pareil. Tu vois, il y a aussi l'éducation. Pour les filles, quand on n'a pas de caractère... Il y a les grossesses précoces, hein, qui est un fléau aussi au Cameroun. C'est pour ça que j'arrive. Il y a les grossesses et puis il y a les mariages forcés. Les mariages des jeunes filles. Précoces. Voilà, ça que je dis, forcés et précoces. Il y a des filles qui sont au mariage à 13, 14 ans. Elle ne sait même pas, elle n'a pas été à l'école, elle était là, elle s'occupait si tu es l'aînée, tu t'occupes des petites sœurs, tu fais à manger. Ça fait longtemps que je ne suis plus allée de ce côté-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais l'éducation est très importante pour les jeunes filles. Même ça, les filles en Afrique, c'est partout dans toute l'Afrique. Il n'y a pas que peut-être, sauf dans les grands pays d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ça va. Mais c'est surtout sur l'Afrique centrale, là. C'est pas qu'est-ce qu'on a, ce côté-là. Il y a un bémol, surtout au Cameroun, l'éducation pour les filles. C'est pour ça l'histoire de 8 mars. La question que tu m'as posée, Annie, c'était par rapport à l'éducation ou pourquoi les filles ne savent pas lire et écrire, c'est ça? Oui, mon problème avec le 8 mars, c'est quoi? C'est que nous, à la diaspora, on a déjà compris que c'est une fête qui ne doit pas, qui a perdu de son sens, de sa signification. Donc, on a mal orienté les femmes. Maintenant, il y a déjà beaucoup de femmes camerounaises qui ont déjà pris conscience. Comment nous devons les accompagner? Parce que quand je parlais, par exemple, de la femme qui n'a pas été à l'école, de la femme qui est au Grand Nord, de la Baye Amsalam et tout, c'était juste pour que nous puissions trouver des moyens pour que notre message puisse les atteindre. Comment est-ce que nous, ayant déjà compris ça, comment est-ce qu'on va éduquer nos sœurs du 237? Je crois qu'au Grand Nord, je crois qu'il y a au Grand Nord, il y a pas mal de choses qui bougent là-bas, qui bougent dans le sens où il y a des associations, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a des associations et c'est des femmes qui s'en occupent pour aller dans les villages sensibiliser, pour sortir les enfants qui sont là, qui font rien, pour les éduquer, déjà. Apprendre déjà à connaître, à savoir ce qu'elles peuvent faire pour pouvoir s'en sortir quand elles seront un peu plus grandes. Je crois que moi, c'est l'éducation, c'est la base. Hein. Quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas avancer. Tu comprends? On ne peut pas avancer. L'éducation, c'est très important. Ça veut dire l'école. Tu as vu comment l'école est au Grand Nord, Annie?
Tu as vu comment c'est là-bas au Grand Nord? Non, Mais non. c'est une catastrophe. Wow. Moi, quand je suis allée en Gaoundéré, j'ai vu des écoles. J'ai vu des écoles. Wow. J'ai vu des écoles, c'était c'était des morceaux de bois avec quelques pailles de palmiers. Vous savez, de palmes qu'on attachait comme ça pour faire, pour faire les murs. Et il y avait des raffias, voilà. C'est souvenu Wow. que j'avais demandé à mes amis, j'ai dit, c'était un collège, hein, c'était un Gaoundéré, je vous promets. C'était un peu en dehors du centre-ville. Parce que moi, j'ai fait le tour de Gaoundéré. Hein. Je suis allée jusqu'au Lamido, mais c'est interdit aux femmes. Et je suis allée voir l'université. À l'époque, ils venaient de le construire. Il était tout beau. Maintenant, c'est devenu un peu zone de non-droit. Et Gaoundéré, j'ai découvert un peu. Mais c'est l'école. J'ai même dit à mon ami, j'ai dit, il y avait l'école ils font les deux. Ils apprennent le français et en même temps l'arabe. Non, comment on appelle ça? Oui, c'est l'arabe, puisqu'ils sont musulmans. On les apprend à lire et ils faisaient sur l'ardoise. L'ardoise pour écrire en arabe. Il y avait le tableau et il y avait l'ardoise. Et moi, j'avais deux petites filles là qui venaient tout le temps me voir. C'était les nièces de mon ami qui m'avait invité et qui étaient là. Et chaque fois, elles venaient avec leur ardoise. Elles se mettaient devant la porte parce que c'est les gens qui sont très respectueux. Ça, par contre, les gens du Nord, ils sont très, très respectueux. Ça, vous avez peut-être dû entendre, mais les enfants, pareil. Quand tu as été éduqué, tu sais, tu respectes les gens. Tu comprends? Moi, c'est les écoles comme j'ai vu et je crois que ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que on les voit encore délabrés dans les... Moi, je l'ai vu en 2007, 20 ans plus, on va dire 20 ans, 15 ans plus tard, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours, ça veut dire qu'ils ont échoué, soit disant que ce côté, c'était pour eux, ils ont échoué partout. Partout. C'est pour ça que l'éducation, c'est très important. Ça veut dire l'école. C'est pour ça qu'il y a un bémol au Cameroun, que beaucoup de femmes sont analphabètes, parce qu'il n'y a pas les écoles dans les villages. Il n'y a pas d'école dans les villages. Voilà. Il faut qu'on aille, il faut qu'on continue à sensibiliser, qu'il y ait des associations pour aller, même s'il y a deux bancs, une table, même, tu vois, quelque chose, même pour commencer, comme on faisait l'école sous l'arbre. On a commencé comme ça avant. C'est parce que s'il y en a qui ont connu l'école sous, moi j'ai connu l'école sous l'arbre. Quand je voyais les... Ça se passait comment? J'ai toujours entendu parler, mais... Non, mais c'est vrai que c'était le truc, nous on était petites, hein, c'était le truc avec nos frères, nos grands frères, comment ils étaient. Nous on voyait ça. C'était un grand arbre et on s'asseyait. Il y avait quelqu'un qui était là, on avait les ardoises, on était assis sur les bancs qu'on amenait de la cuisine du quartier. Là, va palabre. Là, va palabre. Même je suis allée au village plusieurs fois, à mon village quand j'étais jeune. Et il y avait des écoles, c'est vrai, mais il y avait toujours les anciens qui donnaient les conseils. On venait tous s'asseoir. Là, va palabre. Là, va palabre. Et là, on apprenait, ils nous racontaient les histoires. Voilà. C'est pour ça que l'éducation, c'est la belle époque. Oui, c'est le pied, c'est très important. Et de ce côté-là, l'ancien président avait vraiment tout fait, quoi. La preuve, l'autre est arrivé, il a tout détruit. Franchement, je peux vous le dire, moi j'ai mal à la jeunesse qui ont 35, 40 ans. Franchement, c'est horrible, les familles, c'est très, très dur. C'est très, très mauvais ce qui se passe, franchement. C'est pour ça que moi, je lance plus les cailloux à la jeunesse. Mais c'est surtout les femmes. Parce qu'il n'y a pas de femmes dans le gouvernement. Il n'y a pas de femmes dans le gouvernement. Hein? Il y a des ONG comme le REDA qui fait un travail à son niveau. Mais il faut qu'il continue. Il faut aussi que d'autres femmes suivent. Mais elles n'ont pas aussi... On parlait des organisations, en fait. Ouais. Les organisations de la société civile pour vraiment entrer dans cette forme d'éducation. Exactement. Qui permet aux populations de voir ce qu'ils devraient avoir et qu'ils n'ont pas. Voilà. Parce que sinon, on a l'impression qu'en restant en retrait, ils ne savent pas ce qu'ils ont droit, ce à quoi ils ont droit. Mais le problème, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui veulent gagner l'argent.
Tu vois, ils veulent, moi je veux. En plus, il y a aussi, en plus avec Internet, tu vois, il y a beaucoup de mœurs, il y a beaucoup de, tu vois, on parle, il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi la sensibilisation pour dire aux filles, mais pourquoi vous voulez tout avoir quelque chose qui vient de l'Europe? Vous voulez tout avoir quelque chose qui vient de l'étranger? Parce on a tout mis pour eux, pour les abrutir. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. On essaie de leur faire tout pour qu'elles n'aillent pas plus loin, parce qu'il y a des familles pauvres qui n'ont pas de moyens pour payer l'école. Mais tu peux aussi, il n'y a plus d'apprentissage, par exemple. Il y avait les écoles de couturières, il y avait les écoles comment on appelle ça? Pour apprendre tenir une maison. C'est qu'à l'époque, il y en avait tout ça. Enseignement ménager. Voilà. Il y avait les écoles pour ça. Hein. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait les écoles ménagères, c'est vrai. Il fallait que la femme, avant d'aller au mariage, sache comment entretenir une maison. On appelait même comment tenir une maison. Comment même apprendre à cuisiner. Même les parents, quand ils n'ont pas le temps, il y avait des écoles pour apprendre à cuisiner. Et à tricoter. À broder, il y avait la broderie aussi, c'est vrai. J'ai eu plein de draps à broder avec les filles. Maman a fait cette école-là. C'est ça, c'est vrai. À broder. C'est vrai, il y avait la broderie, c'est vrai. Il y avait beaucoup de filles qui faisaient la broderie, qui brodaient les nappes, qui brodaient les têtes d'oreiller, qui brodaient tout, même les draps. Voilà, tout ça a disparu. Je suis désolée. Il faut qu'on revienne à l'ancien. Les Amazones, moi, je pense que le problème des femmes camerounaises est ailleurs. Parce que plus organisées que les femmes camerounaises. Tout à l'heure, là, vous avez pris l'exemple de Bayam Salam. De Bayam Salam. Vous avez pris l'exemple de Bayam Salam. Naou! Oh! La générale. Commandante! Salut! Bonsoir, les copines! Bonsoir, général. Surprise! Vraiment, notre invité surprise. Nous te saluons. À ta santé. À ta santé. À ta santé. Waouh! Là, vous avez fait le plan, hein? Donc je suis la seule sans père. Hein? Super boulot, les filles, super. Bienvenue dans ce live. Bienvenue. Sandy, c'est une très très belle surprise. Vraiment. Donc nous sommes ravis de t'avoir. Et nous travail, je suis sûre. Vraiment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le Cameroun? Ah, ça va, ta santé, Sandy. Je me suis arrêtée dans une aire de repos, 5-10 minutes pour vraiment déjà vous dire à quel point je suis émue de vous voir comme ça, parler des problèmes du Cameroun, mais surtout des problèmes de la femme camerounaise. Mais aussi, surtout, dire à tous ceux qui nous suivent que le lancement du boycott du pain du sang est effectif. Regardez ces lionnes, elles sont en noir. Signe du deuil, signe de la souffrance, signe de la douleur. Alors, toutes les femmes qui estiment... Attendez, je réduis un peu le son de la là. Toutes les femmes qui estiment qu'elles se préoccupent du sort de notre pays, qu'elles se préoccupent du sort de leurs sœurs qui sont dans les broutes au Sardens Cameroun, qu'elles se préoccupent du sort des femmes qui continuent d'être violées au Cameroun, tuées. On a vu le cas de ces policiers qui a violé une gamine de 15 ans. On a vu le cas du préfet qui avait égorgé, qui a tiré sur sa copine, une jeune fille de 22 ans. Jusqu'à quand est-ce que les femmes vont continuer d'être traitées comme des objets au Cameroun? Et lorsqu'il y a une journée qui a été adoptée à l'international pour la réclamation des droits de la femme, pour une réflexion sur la condition de la femme, au Cameroun, on a transformé ça en journée de débauche.
en journée de soulever le cabas, en journée de se saouler jusqu'à tomber dans les rigoles. Il y avait même une année où on les voyait grimper les fenêtres, on appelait ça la danse du Magouya. On les voyait grimper. Franchement, mes frères et mes sœurs, surtout mes sœurs, il est temps que nous commencions à réclamer ce qui nous est dû. Exactement. Nous ne pouvons pas fêter, danser, boire, soulever les cabas, manger les swings, pendant que 8000 femmes meurent chaque année en accouchant. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec toi. Demain, ça peut être toi, ou ta soeur, ou ta cousine. Personne n'est à l'abri. J'ai connu une fille qui était magistrate, une fille de 30 ans, qui est morte en donnant naissance au Cameroun. Tous les jours, on apprend que les femmes meurent en accouchant. Maintenant, au Cameroun, pour aller accoucher, on ne dit même plus aux voisins. C'est-à-dire, tu ne dis même pas, tu sors la nuit, tu te caches parce que on fait croire aux gens que quand on meurt en accouchant, c'est parce que le sorcier a mis l'œil sur ton accouchement. Ah oui, vraiment. Tu vois une femme qui va accoucher, quand tu lui demandes voisine, tu vas où? Elle te dit, elle a le petit sac Mbandjok du marché. Elle te dit, je m'en vais au marché, alors qu'elle est déjà en train d'aller accoucher. L'incompétence médicale fait que les femmes meurent en accouchant et on les fait croire que c'est la sorcellerie. Il est temps vraiment que les femmes se lèvent. Et qu'elles se lèvent, non pas, on ne demande pas de se lever pour faire quelque chose de mal, mais se lever pour dire, nous sommes des êtres humains. Nous avons droit au respect et à la dignité. Nous avons droit d'être traités comme des êtres humains par nos maris, par nos époux, par la société en général. Nous avons droit au poste de responsabilité comme les hommes. Exactement. Il y a combien de femmes ministres dans le gouvernement de 60 ministres au Cameroun? Aucun. En dehors de la main qui se balade partout en crachant sur les têtes des gens. Il y a combien de directeurs d'entreprises publiques femmes au Cameroun? Zéro Macabo. Vraiment, zéro Macabo. Vraiment intelligentes, compétentes. Les femmes camerounaises sont parmi les plus intelligentes en Afrique. Mais lorsqu'on a à la tête de l'État, un chef de l'État qui a pris pour épouse une belle de nuit, une femme qui n'a jamais été à une conférence internationale. Une margouillade. À des boîtes de nuit. Qui n'a jamais initié ou assisté à une conférence des femmes des chefs d'État. Pourtant, ces conférences se tenaient dans la sous-région, au temps de sa précédente, de la dame, la première dame qui m'avait précédé. Voilà, il y avait des conférences de dames où elle réfléchissait sur les problèmes de la femme africaine. Elle était la première qui avait créé la fondation Jeanne Irène. Aujourd'hui, on a une fondation qui est un mouroir où on enferme les femmes qui ont l'argent pour payer les frais d'accouchement. Voilà autant de revendications. Réclame Nous sommes intelligentes. Nous sommes belles. Nous sommes courageuses. Nous sommes des femmes entreprenantes. Nous sommes des femmes valeureuses. La femme camerounaise est une femme valeureuse. Et il est temps que nous redorions l'image de la femme camerounaise. Non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque vous voyez ces dames assises ce soir, en train de parler des problèmes des femmes du Cameroun, ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à faire. Elles seraient en train de profiter de la soirée du samedi soir en famille ou avec les amis malgré le Covid. Mais elles ont pris de leur temps pour venir éduquer, sensibiliser la femme camerounaise sur son droit le plus élémentaire, qui est le droit au respect, le droit à la dignité, le droit à l'égalité dans une certaine mesure. Il y a plus de petites filles dans les salles de classe que les petits garçons.
Les filles sont souvent très brillantes à l'école. Pourquoi est-ce que cette intelligence n'est pas reflétée au niveau de la société? On parlait, je vous ai entendu parler tout à l'heure de Bayam Selam, j'en étais une. J'étais une Bayam Selam qui allait à l'université et c'est dommage que dans un pays comme le Cameroun, des jeunes filles qui ont des licences, qui ont des maîtrises, qui ont réussi à faire des petits métiers, des petits commerces. Donc, être Bayam Selam ne veut pas dire qu'on ne connaît pas ses droits parce qu'au Cameroun aujourd'hui, dans le domaine de l'informel, 80% des gens qui font l'informel sont des gens qui ont une éducation. Ils connaissent tous leurs droits. Ils connaissent ce qu'il y a à faire. Mais ils ont peur parce qu'ils sont écrasés par une dictature qui leur fait comprendre que ne vous occupez pas de la politique, allez faire le Bayam Selam, allez faire le call box et puis la vie est belle. Femme camerounaise, mère de la nation, mère de famille, mère de l'humanité, femme qui enfante dans la douleur, femme qui se lève le matin à 5 heures et va chercher de quoi manger à ses enfants, femme qui fait la ladji de 100 francs par jour pour pouvoir aux besoins de ses enfants. Femme qui emprunte 5 000 francs pour faire un petit commerce et rembourser le soir. Femme de brillade. Ton sort n'est pas de souffrir. Il est temps que tu te lèves et que tu réclames ce qui t'est dû. Il est temps que tu te lèves pour défendre ce qui est dû à tes enfants. Il est temps qu'au lieu de boire une bière de 500, 700, 800 et te contenter de cela, que tu réclames mieux, que tu réclames le droit à la retraite, que tu réclames le droit à la santé, que tu réclames le droit à l'éducation de tes enfants, que tu réclames le droit de ne plus être repassé par ton mari parce qu'il a bu, que tu réclames le droit de ne plus être le sac à boxe de ton époux parce qu'il est fâché. C'est de ça qu'il est question. Il est question de faire de vous des femmes fortes, des femmes exemplaires. Voilà, c'était ça le petit message et vous allez voir ce lien bientôt dans la campagne que nous allons mener. Vont faire des vidéos chic et choc. Le temps il va souffrir un phénomène. Ce n'est que le début. Merci, Madame Sandy, pour cette belle intervention, pour cette belle sensibilisation. On sait que tu n'as pas assez de temps, mais il était question ce soir de brûler le pain du 8 mars pour vraiment marquer notre désaccord, notre indignation par rapport à cette manipulation et tout. Donc, j'espère que tu auras le temps d'être là pour qu'on puisse ensemble brûler ce pain. Et le message qu'on veut passer à travers ce geste, c'est juste dire aux femmes, demander aux femmes de ne pas porter ce pain. Même si on te donne, même si on te l'offre, tu dois même le jeter quelque part. Tu ne dois pas le porter parce que ce pain-là t'avilit. Ça, c'est le message qu'on veut passer pour le boycott de ce pain. Donc, mon général, j'espère que tu seras là parce que le pain, il est déjà là. Il est là. On a quand même pu avoir un bout de tissu pour notre campagne. Donc, tous ensemble, les Bobitanap, c'est la deuxième fois qu'on brûle le pain parce que notre générale, elle avait d'abord brûlé ce pain il y a quelques semaines. Et je pense que on va le rebrûler encore parce que c'est le but de notre campagne. Il faut dire que nous avons commencé l'année dernière avec le ça y est.
Brûlez-moi les bêtises. Brûlez-moi les bêtises. Le pain de la honte. Le pain de la honte. Au feu, le pain de la honte, le pain de la honte brûle en enfer. Le pain de la souillure. Brûle en enfer. Le pain du sang. Le pain du sang. Le pain du sang. Le pain du sang. Nos enfants qui brûlent en enfer. Qui brûlent en enfer. C'est une journée de réflexion. Pas de fête. C'est une journée de réflexion. Pas une journée de fête. Au feu. Au feu. La femme doit changer. La femme doit être respectée. La femme doit respecter la femme. Pas de dépravation. Voilà, pas de dépravation des mœurs. Pas de dépravation des mœurs. Arrêtez les femmes doivent rester chez elles. Restez chez vous le 8 mars. Au feu. Restez chez vous le 8 mars. Et qu'on vous bichonne, et que vos maris vous bichonnent. Que vos maris vous offrent les parfums. Fire to the ground. In the name of Jesus, we say fire. Le 8 mars, c'est une journée de revendication et non une journée du pain. Au feu, c'est pas voilà. Du pain. Revendiquez vos droits. De revendication de la condition féminine. Au nom de toutes les combattantes de la liberté du temps de Ounyobe, au nom de toutes ces femmes qui ont pris les armes pour libérer le Cameroun, au nom de toutes ces mamans qui ont sacrifié leur vie pour notre pays, nous disons non à ce sale pain. Non à ce sale pain. Au feu, ce pain. Les femmes ont pris le pouvoir. Les femmes ont pris le pouvoir. Pouvoir aux femmes. Le pouvoir aux femmes. Revendiquez votre pouvoir, les femmes du Cameroun. Pensez à vous. Pensez à toutes vos souffrances. Pensez à ce qui se passe au Cameroun depuis 3 ans aujourd'hui. Levez-vous, revendiquez. La journée du 8 mars, c'est la journée de commémoration, la journée de réflexion, la journée de... Toutes les femmes doivent être debout. Debout pour avoir une bonne place dans ce pays. Le 8 mars, habillez-vous en noir pour revendiquer vos droits, pour revendiquer le respect, surtout le respect. C'est très important. Le respect de la femme. On ne vous respecte pas. Revendiquez. Dites non à la violence. Non à la violence faite aux femmes. 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 Pendant qu'on égorge les Florence Ayapo. Voilà. Non à la violence. Revendiquez vos droits. Vous vous mettez en noir. Non à la violence faite aux enfants. Le 8 mars. Ce sont des pauvres innocents. Voilà. Les femmes sont devenues les victimes de choix dans une sale guerre que M. Biya a engagée. Pour laver son image à l'international, il décide d'égorger les femmes en ozo et faire porter ce crime aux séparatistes. Nous disons non à l'utilisation des femmes. Non à l'utilisation des femmes. Non à l'utilisation des femmes comme marchandage de guerre. Non. Comme canon à chair. Power to the women. Power to the women. Power to the women. They have to wake up. Les femmes ont pris le pouvoir. Les femmes ont le pouvoir et elles ont pris le pouvoir. Vous êtes capables, les femmes du 237. Ce que femme veut. Hommage vibrant à toutes les femmes résistantes, combattantes qui continuent de se battre contre la dictature reptilienne. Hommage aux outrage women au Cameroun. Hommage au Bobitana au Cameroun. La lutte continue, c'est debout. Debout, c'est debout jusqu'à la chute du dictateur. Jusqu'à la guerre. Jusqu'à la chute qui se sont levées pendant que le président était embastillé. Ce sont les femmes qui ont montré le chemin. Ce sont les femmes qui ont pris le courage. Pouvoir aux femmes. Power to the women. Power to the women. Power for women. Power for women. Power for women. Revendiquons nos droits. Le pouvoir aux femmes. Power, the power of the woman.
Maman Nicole, je te dis bravo, tu es une lionne debout. Maman Agnès, tu es une lionne debout. Merci les filles. Maman Annie, tu es une lionne debout. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Voilà. Nous vaincrons. Quand j'arrive, je vais brûler. Annie m'a donné envie de brûler. Brûlez-moi les bêtises. Brûlez-moi les bêtises. À la maison. On va tchouquer dans le fémur. On va tchouquer dans le fémur. À ces hommes qui servent à rien. On va les mettre dehors. On met les hommes dehors. Hein? Dehors les hommes. Vous ne servez à rien. Les femmes sont plus puissantes que vous. Les hommes dehors. C'est quoi ça? Oh, on est où là? Les hommes dehors. Les femmes ont le pouvoir. Rentrez chez vos mamans. Hein? Le bien de papa, maman. Arrêtez nos enfants. Arrêtez de violer nos enfants. Arrêtez de violer les enfants. Hein? La main déchaînée. Maman Nicole est déchaînée. Non, j'en ai marre. Je suis une révolutionnaire. J'aime pas les hommes qui maltraitent les femmes. Moi, je les coupe tout. Hein. Je coupe tout. Hein. Un homme qui maltraite une femme est un sous-homme. Il ne mérite pas d'être appelé homme. C'est un sous-homme. Vous mettez en noir. Vous mettez en noir. Tout le monde en noir. Hein? Noir et rouge, si vous voulez. Noir avec une banderole rouge. Pour le sang des enfants. Les enfants qui coulent, des femmes qui coulent tous les jours au Cameroun. Voilà. Revendiquez vos droits. Arrêtez de pleurnicher. Hein? N'attendez rien des hommes. Voilà. Ok, les filles, je vous retrouve tout à l'heure pour le pouvoir. Ok, Général Sandy, merci beaucoup et bonne route. Hein? Bonne route. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Nous vaincrons. Hein? Les tchouqueuses de FEMU sont là. On va tchouquer. On laisse rien. Ah, ça. On va tchouquer. Bye bye. J'ai le saguet là. Hein? J'ai le saguet. Hein? D'une fille bassa, j'ai le saguet. Tu sais comment on fait le saguet? Alors. C'est quoi? Le saguet? J'ai le saguet. Hein? Bon, les dames, on revient sur terre, hein? Voilà. Oui, attends, je voulais parler, je te coupe pas. Sandy a dit quelque chose de très important. Moi, je vais poser une question. Il va falloir que vous me dites pourquoi les femmes n'accouchent plus normalement. Plus de femmes accouchent par césarienne et beaucoup en meurent. Il y a des années, il paraît que moi, j'ai entendu dire qu'ils ont passé les accouchements en césarienne pour ne plus entendre les femmes crier. C'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je pense pas que ce soit vrai. En tout cas, moi, mon expérience personnelle ici en Europe, les césariennes sont faites quand la femme a un souci, en fait. Bon, les femmes accouchent toujours normalement, hein, mais au Cameroun, la césarienne même, c'est un luxe, hein. C'est un luxe. Mais je parle du Cameroun, Annie, hein. Je parle du Cameroun, moi. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, au Cameroun, nos mamans ont toujours accouché normalement. Mais de plus en plus, les femmes ont des difficultés pour accoucher normalement. On ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de césariennes maintenant. Et oui. Je te coupe pas. Moi j'ai entendu dire, et ça, je crois que c'est les femmes, c'est pas les femmes qui ne veulent pas accoucher normalement. C'est les sages-femmes et les, comment on appelle ça, les sages-femmes ou les infirmières, soi-disant écrit trop. Ah, ok. Moi, j'ai entendu ça. Et ça, je suis révoltée. Il faut en parler de ça. Si c'est vrai, il faut que ça arrête. Elles ont du mal à payer leur hospitalisation. On va encore leur couper le ventre pour faire rester à l'hôpital. Et ça coûte 300 000. 300 000, 200 000, 400 000. C'est pas avantageux ni pour la femme, ni pour rien du tout. Mais je pense qu'on va en parler. On va faire une émission, hein, Nicole. On va recueillir les informations, faire une émission exactement sur ce thème-là de césarienne. Il faut faire quelque chose sur ça parce que c'est pas normal que les femmes meurent. On ne mourrait pas autant comme ça.
Il y a beaucoup de femmes qui meurent, oui, beaucoup de femmes. On doit vraiment attirer l'attention. Il faut faire quelque chose parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, ça me fait mal. Je vois quelqu'un qui perd un enfant alors qu'avant, on s'accouchait, on commençait même les consultations à la maison. C'est la journée de la femme aussi. C'est le 8 mars, tout est là-dedans. Et là, on a beaucoup de commentaires, hein, Nicole, qui confirment un peu ce que tu es en train de nous dire. Parce qu'il y a un prix de la porte que je salue, qui est en train de nous dire que les césariennes donnent beaucoup plus d'argent aux médecins. Et aussi, Sylviane aussi dit justement, c'est lié à l'argent. La césarienne se répand de plus en plus au Cameroun. Donc, c'est un trafic. Donc, il faut les signaler. Donc, c'est un fait. Il faut les signaler. C'est un fait que nous devons vraiment signaler, que nous devons sensibiliser et dénoncer. Voilà. Il faut les dénoncer. C'est pas normal. Moi, ça me fait mal. Vraiment, c'est pas normal. Parce que moi, ma mère, je suis née à la maison. Je suis née chez moi, là, en Comondo. On m'a amené à la cantine après. Et tout se passait bien. Pourquoi maintenant les femmes meurent? Je suis désolée. Beaucoup d'enfants sont nés à la maison à l'époque. On allait même derrière la maison, prendre les feuilles, là, s'allonger. Pourquoi on ne le fait plus? Pourquoi on ne le fait plus? Dans les villages maintenant, les femmes font des kilomètres pour aller accoucher. Pourquoi? Alors que tu vas derrière la maison, tu prends de l'eau tiède, hein, tu t'assois dans la bassine pour ouvrir le col de l'utérus. Je suis désolée. Moi, je suis très en colère par rapport à ça. J'ai fait un direct là-dessus, mais comme je n'ai pas été écoutée, j'en peux plus pour en parler ici. Oui. C'est très grave ce qui se passe là. C'est très grave. C'est très grave, Agnès, c'est très grave, Agnès. On va faire un plateau parce que, comme exactement, on est en train de dénoncer ce port du pan du 8 mars. On doit pouvoir donc parler des droits de la femme, faire un plateau spécial pour parler des manquements de ces droits-là, de quoi la femme a droit et des manquements des droits de la femme, des problèmes du quotidien qui touchent les femmes. Et ce problème-là, c'est un problème de santé, c'est un problème vraiment grave parce que le taux de mortalité dû à l'accouchement est très en hausse dans notre pays. Ah non, donc, mais c'est grave, on doit s'y intéresser. Donc, on fera un plateau pour parler de cette question. Il y avait aussi, je lis un peu les commentaires avant que bientôt, on est presque déjà à la fin de notre émission. Je lis le commentaire de Félix Emmanuel qui dit on ne doit pas opposer, il n'est pas d'accord qu'on a opposé les femmes, les hommes aux femmes. Donc, je pense qu'il a suivi dans nos délires. Je veux juste lui dire qu'on était un peu dans nos délires. Hein. Nous sommes des Bobitanap. Donc, on a pris le pouvoir, c'est normal. Exactement. Félix. Donc, Félix, on a pris le pouvoir. Il faut qu'on tape dans le fémur. Hein. C'est ça un peu. Voilà. Nous sommes des Bobitanap. On a tapé dans le fémur. On a tapé dans le fémur. On ne donne pas de l'air. On y va, hein. On n'a pas peur. Il faut le dire. On a pris le pouvoir. C'était un quart d'heure. Voilà. Exactement. À la Marseillaise. On a fait ce qu'on voulait. Vous avez eu la polygamie. Voilà. Nous, on n'a pas la polyandrie. Donc, excusez qu'on frappe aussi parfois sur vous. C'est quoi même avec vous, non? Le point sur la table. Bravo, Annie. Bravo. Vous avez la polygamie. Le point sur la table. C'est la polyandrie. Nous, on va mener le combat de la polyandrie plus tard. Bon, les dames, ça a été vraiment une très belle émission. Il est temps qu'on le clôture. Et je vais passer la parole à Agnès pour le mot de fin. Un message à passer pour l'action du 5 à Paris. Un message à passer à nos valeureuses femmes du 237. Agnès. Alors, pour l'action du 5, tout le monde est bien au courant de ce pourquoi nous on se lève pour cette action. Donc, rendez-vous vendredi 5 mars. C'est à la place du Trocadéro, c'est ça? Non, c'est pas la place. Je pense Mino, tu es connecté. Sylviane, est-ce que tu peux en commentaire oui, nous envoyer cet endroit et donc l'adresse. Moi, je sais que c'est à Paris. Rendez-vous, c'est à Paris, c'est dans une rue. C'est en face d'une banque. Bon, je ne sais plus. La banque BFI, c'est ça? Oui, c'est ça.
Banque publique d'investissement. Donc, il faut bien que nous soyons tous prêts à être à cet endroit ce jour-là pour vraiment donner de la voix parce qu'on en a marre de toujours être endetté, surendetté et rien ne se passe. Maintenant, on est au courant de tout, on ne laissera plus faire, on ne laissera plus passer certaines situations. Donc, rendez-vous le 5 mars à cet endroit qui s'affiche. C'est à Paris. Et concernant le 8 mars, nous avons... attends un peu. Bon, voici l'adresse. Rendez-vous le vendredi 5 mars 2021 à 13 h à Boulevard 8, Haussmann, à Paris, métro Richelieu, Griot et ligne 8 et 9. Donc, vous allez voir, on va écrire ça en commentaire. Donc, retenez déjà que c'est le vendredi 5 mars à partir de 13 h à Paris. L'adresse sera écrite en commentaire. Oui, Agnès? Donc, voilà. Et maintenant, concernant le 8 mars, on a un peu donné de la voix pour que comment dire, notre action, l'action des Camerounais, de l'Afrique tout entière pour la défense des droits de la femme soit portée au plus haut à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 mars pour que les femmes prennent conscience. Il faut faire plutôt une journée de revendication, mais pas une journée de fête. Il n'y a rien à fêter et donc il faut rester dans le sens de mobilisation, sensibilisation et revendication. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Agnès. Nicole, un mot pour la manifestation du 5, un mot pour les femmes 237. Ben, comme j'ai dit, hein, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut que ce complot qui dure depuis des années entre les banques, la France et le gouvernement camerounais, cet argent, c'est l'argent du sang. Parce que c'est l'argent, on ne sait pas où il va parce qu'on ne voit rien qui pousse, à part de les stades qu'ils ont mis pour faire leur sorcellerie qu'ils ont appelée la Chan ou le Chan. Mais 55 milliards, les Camerounais ne vont pas payer. Il faut attendre peut-être 50 ou 60 ans encore pour rembourser. Non, 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 cet argent ne sert à rien. Cet argent ne sert à rien. Il y a l'argent. Qu'ils aillent prendre l'argent qu'ils ont dans leur compte privé. Qu'il est planqué partout là. C'est ça le problème, il faut le dire. Ils n'ont pas besoin de cet argent. Leur argent est déjà quelque part. C'est l'argent des contribuables camerounais. Qu'ils aillent le chercher où ils l'ont planqué. Il faut qu'ils vident leur poche. Cet argent de 55 milliards là, ça ne sert à rien. Tout l'argent qu'ils ont prêté, c'est eux qui les ont gardés. Ils ont pris l'argent des impôts, ils ont gardé aussi. C'est tout ça, c'est en Suisse ou dans les îles Caïmans ou au Luxembourg ou partout. C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez encore prêter? Non, 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 moi je dis non. Non, non, il faut arrêter. Le 5 mars, moi je suis à Toulouse, je ne peux pas y aller parce que je travaille en plus. Mais pour le 8 mars, les femmes, restez chez vous. Hein, restez chez vous, habillez-vous en noir pour réclamer vraiment votre jour en même temps pour le nozo, pour le sang et surtout le pagne. Laissez ça aux gens de tout dit là-bas. Ils peuvent faire les fêtes là-bas entre eux. Ça ne nous regarde pas. Ils ont l'habitude de faire la fête là-bas sans nous, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Voilà. Vous pouvez faire votre 8 mars là-bas. Mais n'allez pas, ne prenez pas les pommes, même si on vous le donne. Même si on vous le donne, ne prenez pas. C'est le pain du sang. C'est le pain du sang de vos frères, de vos enfants, de vos mères, de vos oncles, de vos tontons. Exactement. Qui meurent tous les jours, même sur les routes, même les accidents. Il n'y a pas que le nozo, hein. Non, il y a les accidents. Il n'y a pas que... Oui. Il y a les accidents. Il n'y a pas de route. Et vous voulez porter le pain du sang? Je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais porté ce sang. Ça n'existe pas à l'époque. On n'avait pas le pain, moi, je n'étais pas. C'est le pain du sang. Pensez à tous ces gens qui meurent sur les routes. Comment ils vont dire qu'on ne peut pas gérer?
Non, c'est quelqu'un qui passe à Moi, côté de moi. Non, non, c'est les quelqu'un qui commentaires, passe je à côté de regarde moi. pas. Hein. Je ne regarde pas les commentaires. C'est pour ça que je ne sais pas ce qui se passe. Sinon, je vais rigoler tout le temps. Je ne regarde pas les commentaires. Je regarderai après. Voilà, c'était mon mot pour le 8 mars. Boycottez-moi les choses là. Et brûlez-moi ce pagne-là. Brûlez-les en cendres. Et qu'il aille en enfer. Qu'il aille en enfer, ce pagne-là. C'est le pagne du sang. Vous comprenez? Exactement. Il n'y a pas que ça. Hein. Éduquez vos enfants. Éducation. Éduquez vos enfants. Le pagne, ça ne sert à rien. Brûlez-moi les bêtises. Voilà ce que je voulais dire. Brûlez-le ce pagne. En plus, c'est du plastique. C'est du plastique. Ça fond comme... tu mets ça, tu te brûles même avec. C'est du plastique. Ça coûte pas cher parce que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est ça. Oui, oui, c'est pour ça, oui, c'est pour ça, Annie. C'est la mauvaise qualité made in China, là. Hein? Vraiment. C'est du plastique, ça vous brûle la peau. Vous avez les démangeaisons après. Hein? Il faut aller voir le dermato après. Je suis désolée, un peu vous payez encore pour aller encore vous faire soigner. Dans un pays où il n'y a pas des infrastructures. Désolée, je suis crue, c'est comme ça. Ah oui. C'est de la mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Arrêtez d'acheter les choses moins chères là. Quand vous donnez le pain avec Sicam, avec le vrai coton, pas le pain qui vient de Hollande. On avait les entreprises non avant. Vraiment. Hein? Ils sont incapables de promouvoir les entreprises de tissage là. Les entreprises locales. Vraiment. Bien sûr, tout a disparu. Pardon, brûlez-moi le plastique là. Vraiment. Et on n'en parle plus. Merci beaucoup, Nicole. Non, merci pour ton franc-parler. Donc, les dames, vous qui nous écoutez au 237, il y a beaucoup de raisons de ne pas porter ce pain. Il y a beaucoup de raisons. Donc, le message est passé. Les guerriers vous ont passé 2 messages ce soir. Rendez-vous le 5 à Paris. Et le pain du 8 mars, le pain du 8 mars, il faut l'oublier. Désormais, le 8 mars, c'est une journée de la revendication des droits des femmes et non une journée des pains des femmes. Que cela soit clair dans vos esprits. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Que vous le vouliez ou pas, on va vous amener sur cette voie parce que c'est cette voie-là qui va vous libérer de tous vos fardeaux quotidiens. Pour cela, je m'enchaîne. Oui. Je m'enchaîne. Merci à tous les fans de Bobby Tanap. Merci à tous les Bobby Tanap qui sont restés connectés du début jusqu'à la fin de cette émission. Mino, Sylviane, grand-mère Nems, tous les Bobby Tanap qui sont restés connectés. Et moi, je vous dis aussi à toutes merci pour tout le temps que vous avez passé à nous écouter. Et rendez-vous le 5 et non au pain du 8 mars. Merci à tout le monde. Merci à la famille. Merci à la famille de Bobby Tanap. Merci beaucoup. J'ai été très ravie de faire partie de votre émission. Ça m'a fait beaucoup de bien. On va continuer à faire les débats parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Sensibilisons. Sensibilisons. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à toute la famille combattante. Et rendez-vous tout à l'heure sur United for Cameroun pour un samedi chaud. Vous mettez le lien public et moi je veux danser. Rendez-vous sur United for Cameroun. Le samedi sera chaud. Allez, au revoir chez United. Au revoir et à bientôt.